Victor Gainsbourg est professeur à l'Université libre de Bruxelles. C'est un économiste de réputation internationale, auteur d'une très grande quantité d'articles scientifiques dans les plus grandes revues, comme on dit, mais c'est vérifiable. Allez sur son site et regardez la liste de ses publications, elle est tout à fait impressionnante. Victor Gainsbourg a plusieurs spécialités de recherche, des plus abstraites, comme la structure des modèles d'équilibre général, la théorie des prix, mais aussi les enchères de vin. Et un de ses chantiers de recherche porte sur les langues. Et de combien de langues avons-nous besoin aujourd'hui? Il a publié un livre fameux avec un collègue sur ces questions-là, je crois chez Princeton University Press. Je veux citer enfin, puisque c'est comme ça que je l'ai connu et que nous avons cheminé, il a une visibilité très forte en économie de l'art et de la culture au plan mondial. Il a été l'éditeur d'un fameux Handbook of the Economics of Art and Culture chez Northland en 2006, et un tome 2 va paraître bientôt. De très nombreuses publications et livres sont attachés à ce domaine de recherche dont il est un des très grands spécialistes. Et je pense que son exposé fera apparaître avec évidence la cumulativité de ses travaux. Voilà, Victor, à toi. Voilà, alors ça me permet de dire que ce que je vais présenter aujourd'hui, je n'ai pas fait ça tout seul, j'ai fait ça avec ma co-auteure Sheila Weyers, qui est assise là, qui est de formation philosophique et qui m'a appris qui m'a un peu appris, parce que moi je n'étais pas très bon, qui m'a appris ce que je sais de l'esthétique. Ce qu'elle n'est jamais parvenue à me faire comprendre, c'était Kant. Nous avons décidé que c'était le plus timide des deux qui allait présenter. Nous n'allons pas nous partager la tâche. L'exposé est consacré aux prix, concours, classements et évaluations et essaye de répondre à trois questions. Première question, pourquoi a-t-on besoin d'évaluation, de prix, de concours et de classement? Quels sont les critères sur lesquels on peut se baser pour établir ces classements et ces évaluations? Et surtout, et ce sera la partie la plus longue, surtout, quel est le succès de ceux qui évaluent? Et là, je vous dirai ma conclusion, et vous pouvez sortir tout de suite, très faible. Les concours datent, et les évaluations datent d'il y a bien longtemps, probablement de la préhistoire, mais on a peu de traces, bien entendu. Alors, les premières traces qu'on a véritablement, mais il y en a peut-être de plus anciennes, sont empruntées à l'Antiquité grecque. Tout le monde connaît bien entendu le marathon et le lancer du disque et les autres disciplines qui étaient pratiquées, qui datent, les premiers Jeux olympiques datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Pisistrate, tyran d'Athènes durant le 16e siècle, avait imaginé de créer un concours annuel de théâtre jugé par des juges qui étaient choisis parmi les citoyens, donc ce n'étaient pas des experts. Les experts ne font pas mieux, donc les citoyens font tout aussi bien. Les gagnants étaient, bien entendu, tour à tour Échille, Euripide et Sophocle, chacun à son tour, et vous verrez que c'est resté exactement comme ça. Je n'ose pas évidemment comparer Euripide, Sophocle et Échille à Michael Jackson. Vous voyez que je dois même lire son nom parce que je ne me le rappelle jamais, mais Michael Jackson avait, comme vous le verrez, a eu 240 prix dans sa courte vie. Troisième exemple, qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ et qui est assez amusant, qui est rapporté par Pline, je ne sais plus si c'est le jeune ou l'ancien, c'est probablement Pline l'Ancien, une époque où l'imitation de la nature, qu'on appelle aussi la mimésis, était de mise dans l'art. Donc il fallait s'efforcer d'imiter la nature, sinon ce n'était pas considéré véritablement comme art. Et Pline raconte l'histoire d'un concours de peinture qui met face à face deux peintres appelés Zeuxis et Parasios. Le premier, Zeuxis, avait peint une grappe de raisin
qu'un oiseau qui est venu picorer, qu'un oiseau est venu picorer. Donc on a véritablement l'impression que faire mieux que Zeuxis était impossible, que l'imitation de la nature était parfaite. Parasios avait peint un rideau en trompe-l'œil que Zeuxis lui a demandé d'ouvrir pour voir ce qu'il avait fait sur son tableau. Et Zeuxis, très généreux, a très rapidement admis que si même un peintre ne pouvait pas reconnaître un tableau d'un rideau peint sur le tableau, c'est certainement Parasios qui avait remporté le concours. Ce genre de concours, qui devait être rare à l'époque grecque et à toute l'époque qui a suivi jusqu'au probablement XIXe siècle, s'est étendu à pratiquement tous les domaines aujourd'hui, et tous les domaines, tous véritablement, sont sujets à concours. J'en donne ici quelques exemples dans les arts tout d'abord. Au cinéma, vous connaissez tous Cannes et les Oscars. En littérature, le Goncourt, mais le Goncourt, il y en a des Goncourt et les autres prix, il y en a. Les autres prix français, il y en a partout dans le monde. Les concours d'interprétation de musique classique, voire de composition de musique classique, vous connaissez aussi. Dans les sciences, il y a aujourd'hui la mode du classement des universités, la mode du classement des revues scientifiques, la mode du classement des scientifiques sur base du nombre de citations, et la réussite scientifique elle-même, dont par exemple Pierre-Michel Minguer au Collège de France. Mais il y a aussi d'autres domaines, le domaine des sports bien entendu. Il n'y a pas que les Jeux olympiques, il y a des sports tout le temps, des concours tout le temps. Les vins, malheureusement, parce que je crois que les dégustateurs de vins sont aussi mauvais que ceux qui évaluent l'art. Les restaurants, Michelin, Zagat et des milliers d'autres guides. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais essayer de répondre à 3 questions. Pourquoi évaluer? Quels sont les critères d'évaluation? Et je vous donnerai une sélection. Vous m'excusez, je dis je parce que dire nous à chaque coup, ça n'ira pas. Mais c'est une sélection subjective des 2 auteurs, des approches, de certaines approches, en fait d'une approche, de sociologues, des approches des économistes et des approches des philosophes de l'art. Enfin, et ce sera la partie la plus longue et probablement la plus intéressante et certainement la plus amusante, que peut-on dire de comment est-ce que nous pouvons nous fier aux évaluations? Les résultats, premier argument de ceux qui défendent les évaluations, c'est de dire que les résultats des évaluations aident les consommateurs à choisir. Donc, trie le bon gré de livret en quelque sorte. Mais alors, je reviens avec mon ami Michael Jackson, a-t-il été consacré 240 fois? Steven Spielberg a fait l'objet de 180 nominations et a reçu 90 prix. Le film Titanic a été récompensé 80 fois. Alors, je crois que la première récompense fait en effet savoir quelque chose au public. C'est un bon chanteur, c'est un bon metteur en scène, c'est un bon film. Mais quand on en arrive à 80, on se demande ce que le public peut encore apprendre de neuf. Donc, cet argument, je ne le prends pas au sérieux. Le nombre de concours, ça se rajoute au manque de sérieux. Le nombre de concours de piano est passé de 5 en 1945 à 114 en 90, et nous en sommes de nos jours à 750. Et vous constaterez, si vous suivez un petit peu les concours, c'est presque toujours les mêmes interprètes qui se présentent à plusieurs concours. Donc chaque interprète a pratiquement la possibilité de gagner un concours. Je reviendrai à cela. Deuxième argument, les prix et les concours sont censés donner des incitations aux producteurs, c'est-à-dire, dans le cas de l'art, à ceux qui créent l'art, c'est-à-dire aux artistes. Si c'était vrai, les prix devraient être plutôt rares, parce que c'est la rareté qui fait, si je puis faire ce calembour, c'est pas un calembour, c'est la rareté qui fait le prix. Et pourtant, il y a par exemple 2000 prix littéraires rien qu'en France, probablement plus que de romans qui sont écrits en une année. Donc ici aussi, chaque auteur a droit à son prix.
Et c'est la même chose un petit peu partout. Je peux vous citer ce qu'a dit il y a quelques années un poète australien, qu'il y avait des prix pour la poésie australienne, qu'il y avait plus de prix pour la poésie australienne qu'il n'y avait de poètes. Il est mort entre-temps et on a donné son nom à un nouveau prix. Hélas pour lui. Enfin bon, il ne le sait plus. En réalité, il s'agit plutôt de notre goût pour les concours et les cérémonies de distribution, notre envie de voir la joie des gagnants, mais j'ai le mauvais esprit de croire qu'on a aussi envie de voir, de regarder et d'assister au désespoir des perdants. Pour preuve, j'en veux les TV-réalités, quand les différents candidats doivent disparaître au fur et à mesure, on est presque content d'en voir disparaître. Les jeux télévisés, moi je m'intéresse autant à ceux qui perdent que quand je les regarde, ce qui est rare, mais je m'intéresse autant à ceux qui perdent en me disant si j'étais dans le cas, si j'étais dans le cas du concours, je ferais probablement la même chose qu'eux, les perdants, pas les gagnants. Donc je crois qu'on a un certain plaisir à regarder les perdants. Et il y a surtout, et ça c'est un certain John English qui a écrit cette phrase, qui a d'ailleurs écrit un livre extraordinaire sur les prix. Les évaluations sont, dit-il, une occasion d'offrir un forum clos, je traduis de l'anglais, c'est probablement très mal traduit, et élitiste au sein duquel les initiés culturels, artistes, critiques, fonctionnaires de la culture, sponsors, publicitaires, journalistes et autres peuvent exercer leur petit trafic d'influence et se renvoyer l'ascenseur. En anglais, c'est plus joliment dit parce que English dit qu'ils peuvent se gratter le dos, se gratter l'un l'autre dans le dos. Je n'ai pas osé traduire comme ça. J'en arrive à mon deuxième point. Qu'est-ce qu'on peut dire des critères d'évaluation? Comment évalue-t-on? Alors, je vais commencer par un cas très simple, qui est le cas d'un marathonien dont j'avais parlé tout à fait au début, ou d'un disco-ball. Chacun de ces deux, et c'est vrai dans pratiquement tous les sports, chacun peut faire de preuves de beaucoup de qualités, par exemple d'élégance, de détermination, mais le vainqueur, en tout cas pour ces deux disciplines-là, est celui qui court le plus vite ou qui lance le plus loin. Et le classement est facile à établir parce qu'il suffit d'un juge, le juge de ligne qui mesure qui est arrivé le premier ou qui mesure qui a lancé le plus loin. Et les autres critères, par exemple ce critère d'élégance ou de détermination, les autres critères n'ont aucun poids dans l'évaluation finale. Donc c'est assez facile, celui qui arrive le premier a gagné. Celui qui arrive le deuxième est le deuxième, celui qui arrive le troisième est le troisième, etc. Il faut noter que dans cet exemple, il n'y a qu'un seul critère d'arriver le premier, le deuxième, et qu'un seul juge suffit, et il ne faut agréger ni les critères, ni les avis des juges. Un cas moins simple, qui a trait aussi au sport, le patinage artistique, certains critères sont objectivement mesurables. On sait que, en tout cas, moi je ne le sais pas, mais je suppose que quand on fait un certain tour qui porte un certain nom, on doit le faire 3 fois. Si on le fait 2 fois, c'est une erreur. Et ces critères-là sont techniques, donc chaque juge peut les voir et peut les juger. D'autres sont beaucoup moins techniques et leur évaluation dépend de l'opinion des juges. Donc il y a déjà quelque chose qui est un petit peu différent dans ce deuxième exemple, puisqu'il faut tenir compte d'une part de plusieurs critères et que le jugement des juges, parce que là il y a effectivement plusieurs juges, le jugement des juges n'est souvent pas unanime. Ce qui pose 2 problèmes, donc la multiplicité des critères ou des propriétés, les mêmes d'ailleurs que celles dont parlait le professeur Menger quand on découpe un travail en plusieurs tâches, c'est exactement la même idée, on découpe une œuvre artistique en plusieurs propriétés, se posent 2 problèmes. Il faut, pour agréger les critères, les pondérer et donner des notes à chaque critère et les pondérer. Et la pondération
on ne sait pas très bien comment la calculer. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et en outre, il faut agréger les classements des juges. Et le fameux théorème de choix social d'Arrow montre que sous des axiomes raisonnables, sur lesquels je ne vais évidemment pas insister ici, c'est impossible. Sauf avis unanime des juges, on le comprend bien, présence d'un dictateur, on le comprend également. Dans le cas général, impossible d'agréger des avis divers et de satisfaire tous les juges. Qu'en disent les sociologues, les économistes et les philosophes de l'art? Alors ici, j'ose même pas prononcer le nom, tellement vénérable, et ce sera le seul exemple de sociologue que je donnerai. Je n'oserais pas donner d'autres exemples, sauf éventuellement si toi tu écrivais sur la question. Bourdieu dit l'évaluation dépend de conventions sociales. Elle est objective, donc l'évaluation, et acceptée uniquement parce que ceux qui jugent sont investis de l'autorité sociale. Les œuvres d'art n'auraient donc pas de propriété intrinsèque. C'est les juges qui décident, et comme nous donnons l'autorité sociale aux juges, nous acceptons. Les économistes disent une chose tout aussi simple. Ils ne sont pas très malins, les économistes. Les prix agrègent toute l'information et sont les bons indicateurs de valeur. Donc les prix racontent toute l'histoire. Les prix au sens de 23 € ou 48 € ou 55 €. Il faut laisser les consommateurs choisir. S'ils acquièrent le bien, c'est que son utilité marginale est égale à son prix. Mais, rajoutent quand même les économistes, les biens contiennent des propriétés verticales ou horizontales. Les verticales sont objectives. Dans le cas d'une voiture, par exemple, la vitesse est mesurable, la consommation de carburant est mesurable, le nombre de sièges, le nombre de portes. Mais les biens contiennent aussi des propriétés horizontales ou subjectives, par exemple la couleur. Et le choix du consommateur se fait sur base de son choix optimal en combinant l'ensemble des propriétés. Juste un mot supplémentaire sur horizontal ou subjectif. Pourquoi? Parce que quand les propriétés sont verticales, à prix donné, tous les consommateurs seront d'accord pour dire que moins de consommation de carburant est mieux que plus de consommation de carburant. Donc il y aura un accord des consommateurs sur comment classer cette propriété consommation de carburant, alors que lorsque les propriétés sont subjectives, par exemple la couleur de la voiture, il y a des gens qui préfèrent une voiture bleue, il y a des gens qui préfèrent une voiture verte ou une voiture rouge. Donc on passe, mais les biens, disent les économistes, contiennent bien les deux types de propriétés, les propriétés objectives, mesurables, et les propriétés subjectives qui ne sont pas mesurables. Que disent les philosophes? Vous voyez que c'est un choix très, très condensé. Les philosophes disent plus ou moins trois choses. Le jugement est subjectif dans l'évaluation de l'art, puisque c'est la chose dont je parlerai le plus. Les bases de l'évaluation doivent être recherchées chez ceux qui jugent. C'est un petit peu l'argument de Bourdieu, sauf que Bourdieu ajoute à ça ceux qui jugent sont ceux qui sont anoblis par les consommateurs et on leur assure qu'on les croira. Hume ne dit pas ça. Et il définit les vrais juges. Il définit tout de même des vrais juges ou des juges idéaux comme étant ceux qui sont capables de prononcer des jugements objectifs, mais il reconnaît qu'il n'est pas facile de les trouver. Dans le même petit article qui s'appelle On the Standard of Taste, Hume, mais probablement le test existait déjà, parle de l'épreuve du temps. Et dit le passage du temps rend possible de réduire le bruit qui résulte de la mode, de l'envie ou de la jalousie présente au moment où l'œuvre est produite. Le temps permet de mieux appréhender les œuvres qui transcendent la mode. Il y a un gros ouvrage qui a été écrit sur la question par un philosophe Saville
Et Milot, qui est je crois un sociologue, non, historien français, a utilisé le critère il y a bien longtemps. L'épreuve du temps, je vais l'utiliser assez souvent par la suite pour tester les jugements. Mais le test, il faut savoir que le test, et j'y reviendrai, mais dès l'abord je voudrais le dire, le test nécessite deux types de données. Des données relatives à l'évaluation peu après la production des œuvres, que j'appellerai en général reconnaissance immédiate, et des données relatives à la survie des œuvres à plus long terme. 50 ans après, 100 ans après, 500 ans après, c'est encore mieux. Troisième chose que racontent les philosophes parlent des propriétés esthétiques, l'équivalent de ce dont toi tu as parlé pour le travail. Alors c'est une approche de l'évaluation esthétique au départ de l'idée qu'une œuvre peut être décomposée en propriétés et qu'il est possible d'évaluer chaque propriété individuellement, de la noter. J'ai constaté que tu avais dit de la cotation. Moi, je n'ose pas dire cotation, je pensais que c'était un belgicisme, mais apparemment ce ne l'est pas. En français, on devrait dire notation. Et d'agréger ces évaluations pour en tirer une évaluation globale, dire cette œuvre de Rubens est meilleure que cette autre œuvre de Rubens, ou cette œuvre de Rubens est meilleure que cette œuvre de Poussin, par exemple. À la fois pour Bourdieu et pour Hume, les œuvres ne contiennent pas de propriété. Les économistes, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas montré, mais je l'ai dit, sont d'avis que les biens ne sont pas acquis en tant que tels. Je n'achète pas une voiture parce que je veux une voiture, j'achète une voiture parce que je veux me déplacer à une certaine vitesse, en faisant une certaine consommation, et parce que j'ai 6 enfants, il me faut un autobus, etc. Donc les biens sont acquis pour la combinaison de propriétés qu'ils contiennent. Et de nombreux philosophes de l'art ont, en particulier les analytiques, mais nous verrons qu'il y a un cas qui date de bien avant les analytiques, qui est un historien de l'art, je ne sais pas très bien comment il faut l'appeler, de la fin du XVIIe siècle, un Français, qui avait inventé l'idée de propriété également. Bref, ici, pour être correct avec les philosophes quand même, les philosophes analytiques suggèrent que les œuvres possèdent des propriétés qui sont réelles et qu'il est possible de les évaluer, mais il y a un certain arbitraire dans le choix des propriétés. Deux philosophes ne peuvent pas être d'accord sur les mêmes propriétés. Du choix de propriétés, ils ont tous des propriétés différentes. Mais le résultat, c'est qu'une œuvre d'art, aussi bien selon les économistes que sur ces philosophes analytiques, que des philosophes analytiques, une œuvre d'art pourrait être décomposée en propriétés dont chacune peut en principe être notée, mais même si on peut les noter, elles sont incommensurables, et dès lors, des ordres partiels, éventuellement basés sur un ordre lexicographique des propriétés. Cette propriété-ci est beaucoup plus importante que celle-là, donc une œuvre qui possède cette propriété sera mieux classée que les œuvres qui n'ont pas cette propriété. Ça, c'est un exemple d'ordre lexicographique. Mais en principe, et on ne pourra pas classer toutes les œuvres, mais en principe, étant donné que ces propriétés sont incommensurables, il n'est pas possible de ranger l'ensemble des œuvres, sauf si on donne aux propriétés, à chacune des propriétés, le même poids. Et c'est ce que nous faisons, en tout cas, quand nous notons les étudiants. Il y a une quinzaine d'examens et on fait la moyenne des examens. Mais ça, c'est supposer que chaque examen, chaque cours qui est donné, quand on décompose l'ensemble du curriculum en cours, en propriétés, que chaque propriété a le même poids. Donc nous faisons tous ça et ce n'est pas toujours bien fait. Je voudrais vous donner un exemple de propriété esthétique qui est en fait une expérience de pensée imaginée par le célèbre philosophe de l'art Danto qui vient de mourir il y a quelques semaines. 5 tableaux
tous des carrés rouges, sont exposés. Les propriétés physiques, c'est-à-dire les caractéristiques verticales ou objectives, sont parfaitement identiques et rien ne permet de les distinguer. Mais ajoutons à chaque tableau un titre, qui est une caractéristique horizontale, et supposons que ces titres soient respectivement traversée de la mer Rouge par les Hébreux, état d'âme de Kierkegaard peut-être après avoir regardé la traversée de la mer Rouge par les Hébreux, une nappe rouge à la Matisse, vous savez qu'il aimait faire les nappes, des tables avec des nappes, Red Square, il faut bien en parler aujourd'hui, et sans titre. Donc chacun de ces 5 carrés rouges identiques à un autre titre. Et il est clair que l'addition du titre, qui est une propriété horizontale, je le répète, change la catégorie artistique des œuvres et en fait à tour de rôle une œuvre biblique, un portrait, une nature morte, une œuvre politique ou une œuvre abstraite. Et je suis à peu près convaincu que chacun de nous parviendra à classer, en tout cas partiellement, ces 5 tableaux comme celui-ci est meilleur que l'autre sur base rien que du titre. Je voudrais vous donner 2 exemples de personnes qui se sont lancées dans ces propriétés esthétiques et dans leur évaluation véritablement. Alors l'exemple 1, c'est un exemple qui date d'il y a 400 ans et qui date de la querelle entre les poussinistes et leur défense du dessin, position de l'Académie des Beaux-Arts à l'époque, sous Louis XIV, et des rubénistes qui introduisent le coloris, qui sont essentiellement défendus par De Pile, qui est l'historien de l'art dont je vous parlais, et il a publié son ouvrage en 1708. Et il concocte ce qu'il appelle lui-même une balance des peintres, qui est la dernière page de son ouvrage, c'est une annexe de son ouvrage, dans laquelle il décompose la peinture en 4 propriétés, composition, dessin, coloris et expression. Je voudrais peut-être préciser ici que dessin vient du mot italien disegno, et disegno, mais depuis il utilise le mot dessin. Disegno veut dire à la fois exécution, veut dire à la fois plan, donc ce qu'il a dans la tête avant de peindre ou de dessiner, et dessin, c'est-à-dire l'acte ou ce qui sort de son acte de dessiner. Donc, De Pile considère 4 propriétés, composition, dessin, coloris, expression, et il donne des points pour 56 peintres à chacune des propriétés, note entre 0 et 20, ce qui permet de classer ces peintres sur base de chaque propriété. Mais il n'agrège pas les propriétés, c'est-à-dire il ne dit pas si j'additionne les notes, Rubens apparaît comme étant meilleur que Bourdon, par exemple. Il s'abstient d'agréger les notes. Pourquoi ? Parce qu'il faut pondérer, et il a dû sentir ça d'une façon ou d'une autre, et il n'a pas voulu le faire. Il faut souligner que d'autres l'ont fait par la suite en utilisant ces notes. Alors voilà un extrait de la balance des peintres. Et vous voyez, les 4 premiers peintres sont ce qu'on appelle des peintres du coloris. Et De Pile avait bien distingué. Vous voyez en rouge les notes de coloris, elles sont très élevées, puisque la note est entre 0 et 20, et leur note en dessin n'est pas tellement bonne. Vous prenez les 2 peintres suivants, ce sont des peintres français, donc les premiers sont flamands et italiens. Les deux suivants, Lebrun et Le Sueur, sont des peintres français de l'époque de... Ah oui, je peux utiliser ça. De l'époque de Louis XIV, ils étaient d'ailleurs dans la collection de Louis XIV, et là vous voyez que le dessin a une note assez élevée, par contre, très mal, le coloris est très mal noté par De Pile. Et puis il y a le pauvre Bourdon, qui était aussi un de ceux de la bande, à Lebrun, Le Sueur et autres,
qui manifestement n'est pas très aimé par M. de Pile. Donc de Pile défend les peintres coloristes et l'Académie française est le principal défenseur. Comment s'appelle J'oublie. L'autre historien de l'art qui était à l'Académie. Philibien. Philibien défendait la position de l'Académie et le dessin. Peut-on agréger? Parce que si on voulait avoir une note globale pour chacun de ces peintres, il faudrait mettre les notes d'une façon ou d'une autre ensemble. On peut évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement imaginer de les additionner, mais on n'en sait rien quels sont les poids de chacune des notes pour obtenir l'évaluation globale de chacun des peintres. Peut-on agréger? Oui, mais il faut pondérer. Peut-on inférer les poids? Comment peut-on inférer les poids? Alors, les économistes utilisent une technique dite de régression hédonistique, pas de détails bien sûr, et déduisent les pondérations dont chacune représente en principe le prix d'une unité de la propriété. Le prix de l'objet est égal à la somme des prix multipliés par les quantités de chaque propriété. Et pour ce faire, la régression consiste en quelque sorte à expliquer la valeur totale d'un objet. Par exemple, la valeur totale est représentée par exemple par le prix, et c'est ce que feront les économistes, ou toute autre évaluation globale, et on essaye d'expliquer ce prix ou cette autre évaluation globale par les propriétés. Le problème, c'est qu'il faut connaître la valeur totale, ce qui est facile pour les économistes puisqu'ils considèrent que le prix résume toute l'information, mais nous savons tous que le prix ne donne qu'une information partielle, extrêmement partielle, d'une œuvre d'art, donc on n'oserait pas utiliser les prix, enfin on peut le faire, mais on n'oserait pas trop le faire. Alors ce que nous avons fait, chez Lawayers et moi, nous avons estimé les pondérations de la balance des peintres qui sont dans la balance des peintres, de chacune des propriétés, en utilisant les notes de Pile comme variable explicative dans le membre de droite, et deux évaluations de la valeur globale, et nous régressons, nous faisons ce qu'on appelle une régression de la valeur totale sur les propriétés, en prenant comme valeur totale d'une part le prix, parce que tout de même il y avait un des deux qui était économiste, du prix de ces œuvres, des œuvres de ces artistes de Pile, vendues entre 77 et 93, et puis il y avait tout de même une autre personne qui était plus tentée par l'histoire de l'art et la philosophie de l'art, l'importance de la présence de ces artistes, c'est-à-dire bêtement le nombre de lignes, dans le Grove Dictionary of Art publié en 1996. Donc vous voyez, nous utilisons le test du temps, puisque quelque chose qui a été fait, la balance des peintres date de 1708, je crois, et nous prenons deux évaluations pratiquement 300 ou 400 ans après. Les résultats économétriques nous disent quoi? Il y a deux évaluations totales qui sont les prix obtenus dans des enchères, et il y a la longueur des entrées dans le dictionnaire. Alors, les deux nous disent que le coloris, qui était la propriété qui était défendue par de Pile, ressort de façon positive et significative. Les autres propriétés ne ressortent pas du tout dans le dictionnaire, mais il faut dire qu'il n'y a que 41 observations, ce qui est peu pour utiliser la technique que nous avons utilisée, mais que par contre, dans les enchères, on avait 525 tableaux de ces peintres de la balance qui ont été vendus dans cet intervalle de temps, 77-93, et que finalement la composition ressort aussi, le coloris ressort bien entendu, je l'ai dit, et l'expression ressort, seul le dessin ne ressort pas. Donc les acheteurs d'aujourd'hui semblent être tout à fait d'accord avec de Pile en disant les coloristes, ça c'est une propriété qui est importante, le dessin est une propriété qui n'est pas importante. Mais constatez que le poids qui est donné à chacune de ces propriétés, les poids qui sont donnés à ces propriétés sont différents. Le coloris a un poids qui est presque combien, 20 fois, 15 fois plus important que le dessin. Deuxième exemple,
les mêmes auteurs ont testé l'idée que les Oscars, tels que, vous savez, il y a 15 Oscars, il y a l'Oscar pour le meilleur film, et puis il y a 15 autres Oscars, l'Oscar pour le meilleur acteur, pour la meilleure actrice, pour le directeur, pour le scénario, pour le costume, pour la musique, etc., font office de propriété. Donc nous supposons que ces Oscars, lorsqu'ils sont donnés à un film, sont une propriété qui marque le film et déterminent l'Oscar du meilleur film. Si c'est vrai, ça veut dire que ces Oscars secondaires sont en effet des propriétés que les films ont, et et là, si vous voulez, le jugement global, c'est l'Oscar pour le meilleur film. Et si nous parvenons à trouver qu'il y a en effet une relation, une corrélation entre ces diverses propriétés et l'Oscar pour le meilleur film, nous oserions dire que les propriétés existent. Le résultat de cette régression, de nouveau, un peu d'économétrie, 5 propriétés, l'Oscar pour le meilleur acteur, l'Oscar pour le directeur, le scénario, le costume et l'édition du film, permettent de prédire correctement l'Oscar pour le meilleur film dans 261 cas sur 270 films. En fait, nous avons, je crois, 54 années d'Oscar à raison de 5 films par an, puisqu'il y a 5 nominés, et parmi ces 5 nominés, il y a un Oscar. Donc finalement, c'est peu d'erreurs. Mais les résultats économétriques montrent que le poids attribué aux propriétés sont de nouveau très différents, comme c'était déjà le cas dans l'exemple de De Pile, et que dire que les poids sont égaux et qu'on additionne les notes et puis qu'on divise par le nombre de notes, on ne peut pas le faire. Et vous voyez en effet que le directeur, donc l'Oscar pour le meilleur directeur, prend un poids énorme, 2,34, alors que l'Oscar pour l'édition du film a peu de poids par rapport à l'Oscar du directeur, et que c'est en pondérant de cette façon-là qu'on peut montrer que ces propriétés sont corrélées avec le film qui obtient l'Oscar pour le meilleur film. Conclusion sur les propriétés, et puis j'arriverai finalement à un quart d'heure encore. Les 2 cas traités suggèrent que les propriétés existent. Bon, elles existent parce que De Pile les a inventées, que beaucoup de philosophes disent qu'elles existent, que nous avons montré que pour le cinéma, on parvenait parfaitement à dire qu'il y avait des propriétés et que les propriétés expliquaient l'Oscar pour le meilleur film. Qu'on peut dans certains cas inférer les pondérations qu'il faut attribuer aux propriétés, nous l'avons fait dans 2 cas, et calculer la valeur des œuvres en utilisant les notes attribuées aux propriétés et les poids de chacune d'elles. Dans le cas de la balance des peintres, il est extraordinaire que certaines des propriétés définies par De Pile en 1708, je crois, et les notes qu'il leur a données contribuent à expliquer en partie, mais de façon significative, les prix, donc l'évaluation économique, et les prix que les acheteurs d'art sont prêts à payer 400 ans après, et les appréciations des critiques d'art, évaluation esthétique, en fin de XXe siècle. Le cas des Oscars, en dépit de la procédure de vote en plusieurs étapes, elle est très très compliquée la procédure de vote, par plus de 5000 experts du cinéma, les évaluations sont très cohérentes, même à travers le temps, 1950-2003, 54 ans. La méthode de pondération donne lieu à 9 erreurs sur les Oscars en 54 ans et nous permet de classer les Oscars et de dire, en tout cas, est-ce qu'il y aurait pu y avoir un meilleur film, étant donné les Oscars qui avaient été donnés aux propriétés. Alors, j'ai parlé de pourquoi évalue-t-on, je crois pour de mauvaises raisons. Quels sont les critères d'évaluation? Je vous ai dit ce qu'en pensaient un sociologue, les économistes en général et certains philosophes de l'art. Je voudrais maintenant en arriver à mon 3e point. Peut-on se fier aux évaluations? Alors je vais vous décrire un certain nombre de cas dont nous
nous sommes occupés. On a regardé le cinéma américain, on a regardé les peintres de la Renaissance italienne et de la même période en Flandre, on a regardé un concours d'interprétation musicale, une activité scientifique et un certain nombre d'autres cas, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de discuter les autres cas. Toutes ces analyses font appel à l'épreuve du temps, donc on regarde des années après une évaluation primaire, et un peu de technique statistique ou économétrique, dont je vous rassure que je ne parlerai pas. Mais je voudrais même rappeler que pour tester si des jugements ont passé l'épreuve du temps, il faut, et vous le verrez, ça reviendra à chaque coup, il faut deux types de données, des données de reconnaissance immédiate, ou presque immédiate, des données sur la survie des œuvres à plus long terme. Le cinéma américain de 1950 à 90, donc 40 années de cinéma américain, pour lesquels la reconnaissance immédiate est constituée par les Oscars et trois autres prix qui sont donnés aux États-Unis, qui sont relativement célèbres, les Golden Globes, dont vous avez certainement entendu parler, et puis il y en a deux qui le sont un petit peu moins, le New York Film Critics Circle et le National Board of Reviews. Nous avons pris dans chacun de ces quatre cas tous les films nominés et primés, donc qui ont eu l'Oscar ou le Golden Globes ou le ceci pour le meilleur film, entre 1950 et 1990. La survie des films a été prise dans 15 listes de ce que les Américains appellent 100 Best Movies Lists. Ils raffolent de ça, et les Français, malheureusement pas, ce qui ne nous a pas permis de voir si la même chose se passait pour Cannes. Des Best Movies List établis vers 2000, donc au plus 50 ans après que le film soit sorti et ait reçu l'Oscar ou un des prix, et au moins 10 ans. Bon, 10 ans, ce n'est pas très long pour le test du temps, l'épreuve du temps, mais enfin bon, on a ce qu'on a. Je vous donne là trois exemples de pareilles listes. L'American Film Institute America's 100 Greatest Movies, basée sur une sélection des 100 meilleurs films de tous les temps, choisis par plus de 1500 experts et professionnels de l'industrie du cinéma. Mr. Showbiz Critics Picks, qui est obtenu de façon un petit peu différente. C'est un classement qui est obtenu, qui finalement classe les 100 meilleurs films, et il est obtenu à partir des listes des 10 films préférés d'un grand nombre de critiques de cinéma. Et alors, un critique qui est assez célèbre aux États-Unis, qui a fait une liste des 100 meilleurs films, à son avis, Leonard Maltin. Qu'est-ce qu'on trouve, quand on analyse un petit peu, qu'est-ce qui a survécu, quels films ont survécu au temps? Pour les Oscars, et vous verrez pour les Oscars, c'est presque miraculeux, 5 Oscars du meilleur film sur 41, puisqu'il y a 41 ans entre 1950 et 1990, 5 Oscars apparaissent dans toutes les listes, 15 listes. Bon, c'est un signal de qualité, ça veut dire qu'ils ont au moins ils sont au moins parvenus à survivre à l'épreuve du temps. 7 sur ces 41 apparaissent dans 6 à 10 listes. 22 apparaissent dans 1 à 5 listes et 7 n'apparaissent dans aucune liste. Dans 27 cas, l'Académie, puisque ça s'appelle l'Académie des Oscars, l'Académie des... enfin, je ne sais plus de quoi. L'Académie n'a pas donné l'Oscar au film qui, 15 ans plus tard, donc dans 27 cas, plus de la moitié des cas, 51 ans, dans 27 cas, l'Académie n'a pas donné l'Oscar du film qui, 15 ans plus tard au moins, est considéré comme étant le meilleur film de l'année sur base de ces 15 listes. Donc ils ont loupé le meilleur film dans 27 cas. Pour autant que celui qui est désigné par ces listes de 100 films soit vraiment un bon film. Exemple, je vais vous donner quelques exemples, vous les reconnaîtrez tous. En 1952, Chantons sous la pluie, qui est classé dans 14 de ces listes, n'a même pas été nominé, alors que c'est un film absolument stupide, mais un grand spectacle, le Greatest Show on Earth, qui n'apparaît d'ailleurs dans aucune liste aujourd'hui, qui a reçu l'Oscar. En 1958, Vertigo, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Vertigo.
Vertigo de Hitchcock, qui apparaît dans 15 listes, donc dans toutes les listes, n'a pas même été nominé. En 1968, l'Académie n'a pas couronné 2001 Une Odyssée de l'espace de Kubrick, qui apparaît également dans les 15 listes. Le choix est allé à un film qui s'appelle Oliver, qui n'apparaît dans aucune liste. Voilà ce qui se passe pour les Oscars. Donc vous avez dans la première colonne le nombre de listes dans lesquelles figure un film. Le nombre total de films dans ces listes est de 19, le nombre total de tous les films. Il y a 19 listes qui sont dans 11 à 15 listes, 23 dans 6 à 10, etc. Puis on regarde les Oscars, il y en a 5 là, comme je vous ai dit, 7 dans 6 à 10 listes, 22 dans 1 à 5 listes, 7 dans aucune liste, total 41. Pas mal, ils ont au moins 5 plus 7, disons, 12 films dans au moins 10 listes. Alors voyons les autres. NBR, National Board of Reviews, 0 film dans 11 à 15 listes. NYFC, 2 films dans 15 listes. Golden Globes, 5 films dans 11 à 15 listes, mais le Golden Globe a donné, durant cette période 50-90, a donné le Golden Globe du meilleur film à 86 films. Donc 5 sur 86, ici 2 sur 38, ici 0 sur 41, ici 5 sur 41. Donc finalement, les Oscars ne se défendent pas trop mal. Mais quand même, pas très bien. Si nous supposons que le nombre de listes dans lesquelles un film est repris est un signal de qualité, et ici nous étendons vers l'arrière, puisque nous commençons en 29 et nous allons jusqu'en 95. Donc si le nombre de listes est supposé comme un signal de qualité à long terme, alors dans 31 cas sur 68, il y a au moins un film nominé aux Oscars, donc il n'a pas reçu l'Oscar, mais qui a été nominé, donc qui était tout proche, qui est de meilleure qualité que celui qui a reçu l'Oscar. Dans 10 cas, il y a égalité, et dans 27 cas seulement, le film qui a reçu l'Oscar est meilleur que le film nominé, donc dans 27 cas sur 68, moins de la moitié des cas, le bon film a été choisi. Alors, voyons un cas tout à fait différent, et bien entendu 400 ans plus vieux. La peinture italienne et flamande de la Renaissance. On parle de Renaissance italienne, il paraît qu'on ne peut pas parler de Renaissance flamande. Il n'y a pas eu de Renaissance en Flandre. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est les Flamands eux-mêmes qui le disent. Ou ils n'ont pas eu besoin de Renaissance, parce qu'ils ont continué à peindre. Reconnaissance immédiate est mesurée par l'importance des notices, donc la longueur des notices relatives à chaque peintre italien dans les Vies de Vasari, qui datent de 1568, et de chaque peintre flamand dans deux ouvrages écrits par des Flamands, Van Mander qui date de 1604 et Sandrart qui date de 1675. Nous avons dû choisir 2 ouvrages là parce que chez Van Mander, qui est beaucoup plus vieux, nous aurions préféré utiliser Van Mander, mais il y a un tas de peintres flamands, dont Rubens, qui n'étaient même pas, je crois, nés au temps où Van Mander a écrit son ouvrage, donc nous avons dû prendre un 2e ouvrage pour avoir vraiment ce qu'on appelle la peinture flamande. Et la survie, elle, est mesurée par l'importance des notices relatives au même peintre dans le Grove Dictionary of Art qui date de 1996. Les résultats, dans chaque cas, donc aussi bien pour les Italiens que pour les Flamands, parmi les 50 premiers dans le Grove en 1996, 25 étaient parmi les premiers chez Vasari, d'une part, et chez au moins un des 2 historiens flamands de l'autre. Donc la moitié avait été, si je puis dire de façon un peu bête et brutale, avait été bien choisis, puisqu'ils sont toujours là aujourd'hui. C'est toujours eux qui sont considérés comme les grands maîtres. Un grand nombre de ceux qui se sont ajoutés par la suite, puisqu'on en prend 50 dans le Grove, donc il y en a 25 qui avaient été déjà choisis par Vasari et par Van Mander et Sandrart. Un grand nombre de ceux qui se sont ajoutés par la suite l'ont été parce que la recherche historique, qui n'existait presque pas à l'époque, sauf que Vasari et les 2 autres ont quand même dû faire des recherches historiques, c'était des grandes équipes d'ailleurs,
Donc la recherche historique, ceux qui se sont rajoutés, c'est que la recherche historique leur a permis soit de leur attribuer des propriétés suffisantes pour les qualifier, soit elles proviennent de réattributions. Je vous donne ici un cas, la Madonna di Rucellai, que l'on pensait avoir été peinte par Cimabue pendant très longtemps, a été réattribuée à Duccio par Berenson au début du XXe siècle. Comme c'est une œuvre particulièrement importante, c'est clair que ça change un petit peu le classement. Concours musical. Combien de temps? Tu as encore 3-4 minutes. Bon, ben je vais arrêter. Je prends le concours musical. Alors, le concours que je regarde, c'est le concours de piano Reine-Élisabeth qui se tient à Bruxelles. C'est un concours international d'interprétation, piano et violon, mais je n'ai pas regardé le violon, je vous dirai, si vous êtes gentil, pourquoi. Concours international d'interprétation organisé en Belgique et considéré comme un des plus difficiles au monde. Je suppose que vous dites la même chose pour le concours Marguerite Long. Fonctionnement du concours. Le concours se déroule en 3 étapes, mais commence par un tirage au sort, et ça c'est extrêmement important, de l'ordre dans lequel les interprètes jouent. Et cet ordre est le même quelle que soit l'étape du concours. Il y a bien entendu des interprètes qui disparaissent au fur et à mesure, puisqu'ils ne sont pas retenus dans les différentes étapes, mais l'ordre pour ceux qui restent est le même que celui qui a été tiré au hasard au début, avant le concours. La première étape sélectionne 24 demi-finalistes, donc il y en a qui se font expédier. En étape 2, on sélectionne 12 finalistes, encore 12 qui se font expédier, et ces 12 finalistes jouent dans l'étape 3 à raison de 2 par soirée et sont classés 1 à 12, 1 étant le meilleur, 12 étant le moins meilleur des 12. Je vous rappelle que cet ordre est aléatoire. Les données de l'analyse, j'ai regardé 11 concours successifs de 1952 à 1991, il y a à peu près 4 ans qui s'écoulent entre 2 concours, et ça donne 132 musiciens finalistes. Les questions qu'on se pose, évidemment, c'est première question, est-ce que le classement des finalistes reflète leur talent? Deuxième question, est-ce que leur succès ultérieur, quelques années après le concours, de nouveau l'idée de reconnaissance immédiate, reconnaissance tardive, le test of time, comment on dit en français? On ne dit pas test, l'épreuve du temps. Est-ce que leur succès ultérieur est dû à leur talent ou à leur classement? La difficulté, évidemment, de distinguer talent et classement à l'issue du concours, la difficulté est qu'il est impossible de séparer les effets du classement des effets du talent, puisque le talent, c'est précisément ce qu'on essaye de deviner, mais ce n'est pas directement observable. Méthode d'analyse, épreuve du temps et économétrie, reconnaissance immédiate, je vous l'ai dit, résultat du concours, survie, que sont-ils devenus plus tard? Oh là. Alors voilà le tableau essentiel. Ce tableau vous donne le classement des finalistes et la soirée, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, où ils se produisent, à raison de 2 par soirée. Il y a 11 concours, donc il y a chaque soir, sur l'ensemble de ces 11 concours, 22 finalistes qui sont évalués. Donc ça, c'est dans les colonnes. Dans les lignes, vous avez ceux qui sont à l'issue de cette finale classés 1 à 4, puis viennent ceux qui sont classés 5 à 8, puis viennent ceux qui sont classés 9 à 12. Donc c'est un tableau très facile, très facile à comprendre. Il y a par exemple ceux qui ont joué, parmi les 22 qui ont joué le premier jour, il y en a 4 qui ont été classés 1 à 4, 8 qui ont été classés 5 à 8 et 10 qui ont été classés 9 à 12. Alors vous constaterez tout de suite, vous aurez sans doute déjà constaté, mais ici je vous le fais constater en couleur, c'est que ceux qui jouent le jour 1, il y en a 4 qui sont classés 1 à 4,
à l'issue de toutes ces années, et il y en a 10 qui sont classés parmi les derniers. De la même façon, ceux qui jouent le deuxième jour, il y en a 9 qui sont classés parmi les 4 derniers. Par contre, des 22 qui jouent le jour 5 ou le jour 6, il y en a 11 qui sont classés 1 à 4. Donc il y a un très bon classement, alors qu'il n'y en avait que 4 ici. Et il y en a 8 qui sont classés 1 à 4, alors il n'y en avait que 4 parmi ceux qui jouent le premier jour. Donc il y a manifestement une corrélation entre le jour, la soirée durant laquelle les deux finalistes jouent et le classement final. En gros, la probabilité d'être bon, classé, bien classé, est beaucoup plus forte en fin de concours, durant les 2 derniers jours, que durant les premiers jours. Donc, retenez corrélation entre ordre de passage dans le concours et ordre d'arrivée, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, quatrième. Des tests économétriques, sur lesquels je passe bien entendu, montrent que ceux qui sont mieux classés réussissent mieux par la suite. Alors, la réussite est basée sur le nombre de CD, de DVD qu'ils ont enregistrés et sur des notations de journalistes musicaux belges qui, en général, participent à tous ces concours. Question, ce résultat est-il dû au fait que les juges classent parmi les premiers ceux qui sont plus talentueux? Mais nous avons vu que le classement des finalistes et l'ordre dans lequel ils passent le concours sont corrélés. Mais, deuxième mais, l'ordre de passage est choisi de façon aléatoire avant le commencement du concours. Donc, l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire le classement final, est aussi aléatoire puisqu'il est corrélé à l'ordre de passage, qui est aléatoire. Il s'ensuit que ceux qui réussissent mieux par la suite sont ceux qui ont été mieux classés par le concours, mais ce ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus talentueux. Alors j'avais encore des petites choses à vous raconter sur les articles scientifiques, mais je crois que je vais passer et je vais peut-être arriver aux conclusions. Conclusions et suggestions. Pourquoi faut-il absolument choisir un vainqueur? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons tous, comme nous sommes, besoin de vainqueurs, mais je crains que nous ayons aussi besoin de perdants, un petit peu comme les empereurs romains. Nous aimons le sang, ça ne va pas très loin. Ce n'est pas vraiment du sang, mais quand on voit les gens, ces pauvres... Enfin, moi j'ai assisté souvent au concours Reine-Élisabeth, enfin souvent, pas très souvent, mais au concours Reine-Élisabeth. Jusqu'en 1996, il y avait donc 12 finalistes, 12 gagnants, et chacun était appelé à tour de rôle. Le premier d'abord, le deuxième, le premier des applaudissements à périr, à mourir, qui duraient 3 minutes. Et puis au fil du temps, les applaudissements diminuaient, et puis le pauvre 12e, il y avait 3 personnes qui applaudissaient. Donc je trouvais ça absolument horrible, mais ça c'est notre besoin de sang. Pourtant, il y a des cas dans lesquels le premier prix n'est pas décerné. Alors dans le Yale Young Poets Prize, du temps où il était présidé par quelqu'un qui était très contestataire, le poète W.H. Auden, Auden a refusé de décerner un premier prix en 1950 et en 1955, et de plus, quand il n'était pas content des manuscrits qui lui avaient été soumis, il demandait à des gens de soumettre. Donc c'est un monsieur très bizarre. Dans le concours de piano de Tchaïkovski, il n'y a pas eu de premier prix en 82, 94 et 2007, donc les résultats étaient annoncés, je suppose, deuxième prix, nous sommes désolés, mais il n'y a pas de premier prix, donc je ne sais pas comment on fait dans ce cas-là, parce que je n'ai jamais assisté à la distribution des prix. Même chose au concours du piano Chopin, pas de premier prix en 90 et en 95. Par contre, au concours de piano Van Cliburn aux États-Unis, 2 premiers prix en 2001. Étant donné qu'il y a souvent peu de différence de qualité ou de talent entre les gagnants et les nominés, ou les 5 premiers, disons, les juges gagneraient, pensons-nous, en prestige et en réputation s'ils se contentaient de choisir, disons,
Les 5 meilleurs, bien entendu, selon leur jugement, ça vaut ce que ça vaut, mais choisir parmi ces 5 qu'ils pensent meilleurs le premier, ça je trouve complètement impossible. De façon plus radicale, nous proposerions, enfin c'est surtout moi, c'est moins ma co-autrice qui est moins l'idée, qu'il conviendrait peut-être d'arrêter les concours dans les cas où les jugements sont trop subjectifs et ne peuvent que l'être. Et si nous avons un conseil à vous donner, lisez l'ouvrage d'Alfie Cohen, No Contest, il est contre les concours, lui, The Case Against Competition, le cas contre la compétition, qui s'applique aussi dans pas mal d'autres cas. Merci beaucoup.